coupé. Ah! Alors, est-ce qu'on... Bon, finalement, les problèmes techniques ne sont pas totalement résolus. Alors, est-ce que c'est mieux? Allez. Alors. Ok. Là, toujours pas. Là. Dans les paramètres. Coupé. Et là, sur ton ordinateur. Là, c'est bon, non? Ah non. Non. Tu peux aller voir. Bon, sinon, tu pourras venir ici. Bon, on se déconnecte, on restera sur mon ordinateur. Voilà, donc normalement, là, est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Bon, tant que... voilà. Bon. Encore désolée pour ce petit désagrément, donc je recommence. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur une thématique qui est très importante, dont on entend parler assez régulièrement, notamment sur voilà, les réseaux, plusieurs articles qui sont sur le sujet. Je suis Constance Herman, team leader grand compte chez Great Place to Work. Donc, on accompagne les organisations justement dans leur démarche d'amélioration de l'expérience collaborateur. Et donc, critiquer CRH, un sport national, effectivement, la fonction RH a vraiment évolué ces dernières années. Donc, entre... finalement un métier quelque peu administratif à justement une fonction qui devient très stratégique, on peut se poser cette question justement de la perception des collaborateurs vis-à-vis de cette fonction. Mais on remarque aussi, d'après une enquête qu'on a réalisée, nous, cette année, Great Place to Work, sur un panel représentatif de la société, des salariés français, que les DRH sont vraiment dans un mal-être, souffrent vraiment de grandes thématiques d'aujourd'hui, donc de burn-out, vraiment sont très fragilisés en termes de santé mentale. Il y a 35% des DRH qui estiment que leur activité professionnelle a un impact négatif sur leur santé mentale. Donc, je trouve que c'est une thématique très intéressante qu'on va aborder aujourd'hui à travers une enquête qui a été réalisée justement sur la perception des salariés à l'égard de leur service RH. Et donc, pour cela, je suis accompagnée de 2 experts sur le sujet. Donc, à cause de nos petits problèmes techniques, je vais m'enlever de ma chaise et je vais laisser du coup présenter cette enquête. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, écrivez-les dans le chat. C'est aussi l'occasion, cette enquête, de partager des bonnes pratiques concrètes justement pour justement améliorer finalement le quotidien des RH. Voilà. Merci beaucoup, Constance. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Emmanuel Faure, donc je suis consultant auprès des dirigeants et puis des équipes RH ainsi que coach en management. Et je suis accompagné de Cyril Lopez, qui est expert en marketing et communication, et avec notre partenaire HD Cali. Nous avons voulu finalement répondre à la question que Constance vous a livrée en début de webinaire. Critiquer CRH est-il un sport national ? Et au-delà de la formule, voilà, on a voulu mieux comprendre le rapport qu'avaient les salariés à leur RH. Pour cela, on a mené une enquête auprès d'un échantillon national représentatif, donc de 1080 salariés, France entière, dans les entreprises de plus de 50 collaborateurs. On a assuré la représentativité de l'échantillon à travers la méthode des quotas classiques en termes d'âge, de sexe, d'effectif salarial, de secteur d'activité. Et on a administré donc cette enquête via notre partenaire donc HD Cali par Internet en avril-mai 2024 avec un questionnaire de 26 questions. Aujourd'hui, on va vous présenter les principaux résultats de cette enquête. On reste bien sûr à votre disposition toutes et tous pour vous donner plus amples informations, venir vous faire la présentation des résultats plus détaillés, peut-être plus ciblés, en fonction des caractéristiques de votre entreprise. Pour commencer, peut-être 2 mots sur la genèse de l'idée. Pourquoi finalement on a décidé de faire cette enquête auprès des salariés et sur l'image, la perception qu'ils pouvaient avoir des RH.
en fait, on s'est aperçu que les RH, comme le disait Constance, sont de plus en plus sollicités dans le pilotage, dans le suivi de dossiers stratégiques, de démarches de transformation dans les entreprises, mais que pour autant, on le voit, nous, dans nos missions, hein, quand on va à la rencontre des managers et des collaborateurs, ils ont plutôt la critique facile, on pourrait dire, à l'égard de leur service RH, un peu de désaveu qui peut être souvent assez contagieux. Quand on en parle aussi des RH autour de nous, on a toujours un écho qui est plutôt à une valence négative que positive. Et donc, on a voulu un peu objectiver tout ça parce que tout ça nous paraît finalement assez injustifié au vu de nous en tant que consultants, de ce que l'on peut voir des efforts et des actions des DRH et du travail qui est fourni pour justement piloter toute cette complexité aujourd'hui des projets de transformation. Donc, on a mené cette enquête, comme vous le voyez, pour mieux comprendre, mais aussi pour trouver un certain nombre de solutions et d'idées en lien avec les attentes des salariés. Avant de vous en livrer plus particulièrement le contenu, je vous propose de revenir sur la question un peu Paris Match, le RH bashing est-il devenu un sport national ? Eh bien, voilà, vous en avez la réponse ici. Oui, le RH bashing existe. 49% des sondés vont dire que lorsque leurs proches leur parlent de leur service RH, c'est plutôt en négatif. Vous voyez, 16% vont plutôt être dans une valence positive de leur discours et 30% vont plutôt s'exprimer de manière neutre. Voilà, ce score un peu léger finalement dans la formulation de cette question, finalement n'est pas si anodin que ça puisqu'il va révéler la tonalité, vous allez voir, des résultats qu'on va vous dévoiler juste maintenant. Et vous allez également comprendre à travers les précisions qu'on va vous donner que cette tendance au RH bashing est très largement nuancée. Alors, le premier grand enseignement qui nous a beaucoup surpris avec Emmanuel quand on a mené cette enquête, c'est que les services RH sont reconnus utiles au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, je m'arrête sur cette phrase parce qu'il est important de la repréciser, surtout avec le RH bashing et le scepticisme dont on parlait juste avant. Il n'en est rien, ils sont vraiment reconnus pour une grande majorité très utiles dans l'entreprise. Effectivement, ils sont 76% à s'accorder à dire qu'ils jouent un rôle important au sein du bon fonctionnement dans l'entreprise. Donc, c'est une très grande majorité et ce chiffre nous a surpris. Je ne sais pas si vous aussi, il vous surprend. On retrouve 3 salariés sur 4 conscients du rôle clé et du rôle stratégique qu'ils ont au sein de l'entreprise, à la fois sur l'utilité, à la fois en termes de légitimité, et également sur la complexité, comme on le disait, d'exercer leur métier. Et ça dégage en fait une certaine maturité qui est exprimée à leur égard. Quand on creuse davantage sur l'aspect légitimité, on se rend compte qu'il est reconnu sur différents aspects. Donc, vous voyez sur ce podium en première position, en 88% sur la gestion administrative et légale, le cœur de métier d'un service RH, également sur leur mission d'accompagnement des collaborateurs, mais aussi, tout va bien ? Oui. Mais aussi, et ce qui nous a un petit peu marqué, c'est sur l'accompagnement qu'ils vont avoir sur les projets de l'entreprise. Donc là, ça sort de leur mission, c'est plus sur un aspect stratégique et ils sont vraiment très légitimes sur ce point-là. Autre indicateur, quand on leur a posé la question en termes de perception, quand il y a des décisions impopulaires, parfois, qui sont prises par les services RH, 70% reconnaissent qu'elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et encore plus fort, on retrouve 75% qui disent qu'ils sont conscients que ce service est soumis à des tensions, à des contraintes, à de la complexité dans l'exercice de leur métier, ce qui prouve que les salariés ont de l'empathie et comprennent les enjeux du service RH. Alors, vous vous demandez peut-être si ça diffère selon les profils. Il n'en est rien puisque tous partagent vraiment cette opinion. Peu importe leur socio-démo ou leurs attitudes, cette légitimité est vraiment très fortement reconnue. On le voit ici sur ce découpage, qu'ils soient managers ou non managers, par rapport à leur tranche d'âge aussi, qu'ils aient été en contact dans l'année avec leur service ou non, qu'ils se sentent bien informés ou mal informés,
qu'ils se sentent en proximité avec les RH ou pas en proximité, ce chiffre est assez incontestable, notamment sur les 65% en bas à droite de votre écran. Même quand ils ne se sentent pas en proximité, ça ne change rien par rapport à ça. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle et c'est encourageant pour la suite. Pour autant, ce qui est important de noter, c'est que finalement, ce socle d'opinion positif, quand on en vient à parler des dimensions plus opérationnelles de l'action RH, on va voir qu'il y a un certain des perceptions qui vont être beaucoup plus mitigées à l'égard de manière plus opérationnelle. Aussi, quand on demande aux salariés finalement de donner une note sur 10 pour exprimer la perception qu'ils ont de leur service RH, on obtient une note qui est malgré tout assez moyenne, puisque 6,7 sur 10 de note moyenne, montrant que 62% des salariés vont donner une note qui est supérieure ou égale à 10, alors que 38%, donc quand même une forte minorité, quasiment 4 salariés sur 10, vont exprimer plutôt une note qui est inférieure. Alors, si on va un peu dans le cœur de la machine, finalement, et qu'on regarde la ventilation de ces réponses, on s'aperçoit que on peut distinguer 4 profils de salariés qui sont assez différents. 13% de salariés qui donnent une note inférieure à 4, qu'on pourrait qualifier de critique, c'est quasi systématique. 25% de salariés qui se montrent plus circonspects à l'égard de leur service RH. 50%, vous voyez le ventre mou, comme on dit dans les sondages, de salariés qui se déclarent plutôt confiants dans les actions RH et les services RH, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni reproche finalement, ni compliment à adresser en particulier à leur service RH, ce qui n'est pas le cas des 12% restants, puisque eux vont être assez conquis par l'action RH et les équipes RH en donnant une note de 9 ou 10. Ces 4 profils, c'est important de les garder en tête parce que on voit qu'ils vont structurer assez fortement la population des salariés, puisqu'on retrouve cette typologie dans les mêmes proportions quand on va poser la question de note moyenne de satisfaction à l'égard de l'action de leur service RH dans leur entreprise, aussi bien au niveau global qu'au niveau des actions, qu'au niveau des réponses apportées par les salariés, ou bien encore de la relation qu'ils entretiennent avec ceux-ci. Si on faisait finalement un calcul qu'on fait en marketing autour du NPS, le Net Promoter Score, on s'apercevrait, on pourrait dire qu'on a 38% de détracteurs contre 12% de promoteurs, ce qui ferait un solde négatif finalement de NPS, montrant qu'il y a un certain nombre d'améliorations à attendre. Des verbatims commencent à nous éclairer finalement sur quelles sont les principales critiques qui sont adressées au RH et qui expliquent cette note moyenne de 6,7. On le voit, vous voyez, quand vous parcourez ces verbatims, on va nous parler assez fortement du positionnement des RH, plutôt sur la défensive, plutôt en manque de transparence, pas forcément dans la considération ou la prise en compte des besoins des uns et des autres, du moins tel que c'est perçu. Du manque de communication, manque de relations, de partage d'informations, manque de réponse ou de réactivité qui est mentionné. Un élément n'est pas mentionné ici, mais apparaît très largement dans de nombreux verbatims, c'est finalement la conscience que les équipes RH font aussi ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont et les ressources dont elles disposent. C'est-à-dire, on voit qu'à travers cette critique, il y a aussi également un peu un sentiment d'indulgence sur les actions et les services des services RH, de manière à se dire effectivement, avec les moyens qu'ils ont finalement, peut-être qu'ils font au mieux. Quand on va maintenant venir de manière plus détaillée questionner ces perceptions, ces opinions et cette satisfaction, on va retrouver un certain nombre de critiques exposées dans les verbatims. Premier point, quand on demande aux salariés de lister parmi 8 qualificatifs ceux qui caractérisent le moins leur service RH, parmi les qualificatifs testés, donc on avait utile, neutre, à l'écoute, efficace, réactif, bienveillant, compréhensif et proche de vous, vous voyez le podium des adjectifs qui sont notés comme étant ceux qui caractérisent le moins leur service RH. Le premier, 34%, un tiers des répondants
vont dire proche de vous. 29% vont pouvoir dire réactif et 19% efficace et compétent. Et on va confirmer finalement sur ces sujets-là, plus particulièrement, l'aspect mitigé, on pourrait dire, de la satisfaction et de la perception des salariés, puisqu'ils vont être en moyenne, vous allez voir, 1 sur 2, à pouvoir dire qu'en matière d'écoute et de compréhension, les salariés vont dire que leur service RH, finalement, comprend bien leur métier, comprend bien leurs enjeux, prennent bien en compte leurs besoins et leurs attentes. Ils vont être également, en matière de communication, 1 salarié sur 2 à déclarer que leur service RH communique bien sur les nouveautés, les process RH, ou bien explique bien leurs décisions. Et puis, en matière de relations également, ils vont être 54% à dire que leur service RH leur donne envie d'aller leur parler, et 43% seulement, j'ai envie de dire, à déclarer qu'ils se sentent proches de leur service RH. Donc, vous voyez, numéro 1 du podium, la proximité parmi les caractéristiques qui caractérisent le moins, finalement, leur service RH. Dernier score de perception qui porte également sur la proximité, c'est-à-dire qu'on a là vraiment un nœud qui montre que, finalement, vous avez, par déduction, 6 salariés, quasiment 6 salariés sur 10, qui déclarent que leur service RH n'est pas proche d'eux. Et c'est justement, on s'est intéressé plus particulièrement à cette donnée-là, et ce que l'on a constaté, c'est qu'en faisant des analyses, on s'aperçoit que c'est la variable, la majuscule, discriminante de l'opinion des salariés à l'égard du jugement qu'ils peuvent avoir des actions de leur équipe RH. Si on reprend le chiffre clé du départ, qui était que 62% donc des salariés donnaient une note supérieure ou égale à 7 sur 10 pour juger la perception de leur service, vous voyez, encore une fois, manager, non manager et quel que soit l'âge, peu de distinction. En revanche, vous voyez l'écart se creuser de manière assez significative selon que les salariés aient pu être en contact ou non avec leur service RH dans la dernière année, se sentent bien informés par l'équipe RH ou bien puissent se dire que se sentent également en proximité. On va du simple au double, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que quand on est le plus éloigné finalement des équipes RH, on va être une minorité à donner cette note supérieure ou égale à 7 sur 10. Dans le droit fil finalement de ce jugement, de ces perceptions, on va voir que assez logiquement et en cohérence, les salariés vont pointer de manière très claire et assez hiérarchisée les attentes qu'ils vont avoir en matière d'amélioration. La quasi-totalité, 91% des sondés, expriment de manière détaillée et argumentée un attendu d'amélioration de leur service RH. Spontanément, les salariés vont de manière assez claire prioriser leurs attentes. Podium de tête, ça ne va pas vous surprendre, on retrouve nos items de tout à l'heure, puisque 29% des réponses citées spontanées à la question « Quelles améliorations pourrait apporter votre service RH ?» 29% vont demander plus d'écoute, plus de prise en compte de leurs besoins, plus d'empathie dans la manière dont on va s'adresser à eux. De manière tout à fait équivalente à 27%, les salariés vont demander plus d'échanges, plus de contacts directs et d'accessibilité donc au service RH. 21% vont demander plus de partage d'informations et de communication et d'explications. On le voit pour nous, sur le podium, on voit un certain nombre d'attentes qui ont trait plus au positionnement des services RH à l'égard des salariés qu'à la manière dont le service est rendu ou encore aux actions telles qu'elles sont délivrées, qui arrivent finalement en 4e et 5e position. Vous voyez la manière dont le service est rendu. Vous avez 20% et 18% des salariés qui vont demander des process plus efficaces, plus de réactivité ou bien plus de proactivité. Et vous allez avoir moins de 15% qui vont focaliser leurs attentes sur des actions RH qui visent à un meilleur accompagnement, un meilleur suivi de leur carrière professionnelle, de leur évolution, ou bien 11% à des actions RH qui sont susceptibles d'améliorer les conditions de travail. Ce qui, au final, quand on lit ce score, est plutôt rassurant pour les équipes RH, puisque les attentes ne portent pas en majeur sur le contenu des actions, montrant donc que celles-ci sont sans doute réalisées.
Quelques verbatims de nouveau vont venir illustrer ces attentes. J'en reprendrai un, celui du haut, qui est, je trouve, particulièrement symptomatique finalement des attentes. Il faudrait que les RH se présentent physiquement et ne soient pas cantonnés à de simples échanges par mail. Le contact, le lien, la relation revient comme étant un élément important des attentes et des attendus donc des salariés. D'autres, comme vous le voyez dans les verbatims ci-contre, les services RH doivent communiquer davantage, écouter davantage, porter plus d'attention. Et puis, certains nous disent, et ce n'est pas un unique verbatim, moins de froideur, moins de distance dans le ton qui peut être employé à la fois dans les communications et par mail et à travers un certain nombre de réunions, c'est-à-dire sortir un peu d'un discours administratif ou légal pour aller plus vers de l'humain. Très bien. En conclusion, alors finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que la fonction RH est très largement reconnue comme utile et légitime, comme je le disais dans l'introduction, de par tous les profils étudiés. Donc ça, c'est le côté très positif exprimé. En revanche, en ce qui concerne les actions qui sont menées, on retrouve une satisfaction qui est très mitigée. Et pourquoi elle est mitigée? On l'a vu aussi. Les salariés ont envie en fait davantage d'une approche qui est sur le positionnement, qui est sur la posture du service RH et non pas par le contenu, comme le disait Emmanuel, ou une nouvelle action à mettre en place, un process. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver un service qui est proche d'eux, en relation, et ils ont envie, les 91%, ils sont aussi marquants, c'est qu'ils ont envie de participer, ils ont envie d'améliorer ensemble cette relation qu'ils peuvent avoir pour la réussite de l'entreprise. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que plus c'est mieux, les équipes RH vont se positionner en proximité avec les salariés, plus c'est mieux, elles vont partager de l'information, plus c'est mieux, elles vont créer du lien, comme je le disais, une relation avec les salariés, et elles s'en sortiront gagnantes sur leur image, sur la satisfaction et l'adhésion à leurs actions de la part des salariés. Avec Emmanuel, du coup, il va vous présenter toutes ces pistes que l'on a étudiées et qu'on vous propose, qui sont vraiment en rapport avec les attentes exprimées dans notre sondage. Emmanuel. Jeu des chaises musicales. Pour passer finalement du constat à l'action et justement travailler sur comment les services RH peuvent renforcer l'adhésion qu'ils peuvent générer auprès de leurs salariés et des managers. On peut distinguer finalement 3 orientations opérationnelles sur lesquelles agir. Le premier pourrait être un type d'action qui serait autour de comment finalement on va renforcer le positionnement de l'équipe RH. Alors ça passe par un certain nombre d'initiatives qu'on a listées. Ça peut être la réalisation de cette même enquête dans votre entreprise pour pouvoir la benchmarker avec les résultats nationaux. Ça peut être des ateliers aussi avec vos équipes RH, voire d'autres parties prenantes autour de la présentation de ces résultats et engager finalement la discussion. Ça peut être également des ateliers autour de l'expérience collaborateur, parce que vous voyez bien que finalement, ce que vont attendre les salariés est très en lien avec l'expérience collaborateur. Et puis, ça peut être également, pour sortir un peu et pas trouver de nouvelles initiatives, des codev RH inter-entreprise, que nous mettons en place régulièrement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc ça, premier champ de type d'action. C'est bon, je pense que je suis tourné. Donc le deuxième axe, il s'articule autour de la communication et de l'échange avec une revue ou une création du format newsletter, de l'information descendante. Donc ça peut être fait un peu plus ciblé, de façon plus personnalisée par rapport aux attentes qu'ils ont. On peut sortir aussi du format écrit en proposant de l'audio. On a déjà fait sous format podcast avec Emmanuel. Ça passe aussi par la mise en place d'un chat en ligne qui va permettre une réactivité à chaque demande des salariés. Ça peut aussi, à travers ces rituels RH,
Donc, ça aussi, en fait, on a cette piste-là de rituel pour créer vraiment de la convivialité et sortir du classique permanence RH qui existe et qui marche aussi très bien. Mais ça peut être, par exemple, sur un format petit déjeuner où on retrouve ces échanges formels et informels. Et enfin, aussi le témoignage et le success story en fait de toutes les actions que vous menez en tant que RH pour que ce soit en fait davantage mis en avant, valorisé sur les réseaux sociaux, en interne ou en externe, tous ces témoignages de réussite de votre travail. Dernier pôle de type de solution que l'on va pouvoir mener, des actions qui vont être plus en lien finalement avec la collaboration, la co-construction avec le management, voire avec l'ensemble des collaborateurs. L'idée, on peut mettre l'accent, et beaucoup d'entre vous dans les entreprises ont mis en place un système de RH de proximité qui fait que finalement, on arrive beaucoup plus à avoir ce lien entre les départements opérationnels et puis les équipes RH, en ouvrant également des ateliers de co-construction sur les process RH avec les managers. Donc, soit on construit, soit on fait finalement un retour d'expérience par rapport à ce qui est mis en place, ou bien en montant des systèmes de task force solutions qui sont finalement des instances où on va mêler différentes, dans la transversalité la plus totale, un certain nombre de salariés pour finalement arriver à travailler sur les irritants qui concernent tout le monde. Si je peux juste en 2 minutes illustrer ce qu'on a fait dernièrement sur ce plan-là, on a mené un retour d'expérience, notamment dans une entreprise qui avait mis en œuvre un nouveau process de recrutement et d'onboarding, où on a réuni un certain nombre de managers, un certain nombre de membres de l'équipe RH, des gens qui avaient passé ce système de recrutement et d'onboarding, pour pouvoir faire un retour d'expérience, parce que finalement, avant d'avoir fait ce retour d'expérience, le ressenti global du management était plutôt négatif à l'égard de ce nouveau process, et puis à l'égard également de ceux qui l'avaient mis en place, à savoir l'équipe RH. Finalement, en utilisant une technique assez simple en marketing de Customer Journey Mapping, on a pu identifier phase après phase les points de crispation, et le plus intéressant, c'est qu'on a pu réussir à dialoguer de manière constructive et puis de pouvoir combiner les intérêts entre les process et la logique des équipes RH dans la construction de ce recrutement et onboarding, les attentes des managers et leur logique, et puis celle également des bénéficiaires. Ce qui fait que on a réussi finalement à mettre tout le monde d'accord sur une manière de fonctionner. Idem, demain, par exemple, pas plus tard que demain, je vais mettre en place une task force solution, donc dans une organisation qui est passée en flex office. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit finalement de réunir un certain nombre, tous les collaborateurs ou managers qui ont des remontées à faire par rapport à ce nouvel environnement de travail, et de poser les problèmes, donc qui sont non pas personnels mais plus collectifs, en présence des services généraux, des RH, de la communication, bref, de l'ensemble des services de l'entreprise, de manière à pouvoir trouver un certain nombre de solutions. Voilà, d'autres initiatives, bien sûr, existent sûrement. Et nous vous proposons, si vous voulez bien, de pouvoir maintenant les partager et puis de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Donc, des questions, on me dit que des questions ont été posées donc, sur la réactivité. Et le fait que finalement, les décisions finales est plus dans la main de la direction versus les DRH. C'est vrai que les DRH sont ce lien, et les salariés, on a une question qui l'illustre, montre bien comment finalement ils articulent bien l'action entre le relais d'action entre la direction et puis les salariés. Et les RH ne sont pas maîtres de tout, bien sûr. En revanche, je pense que si on regarde un peu les scores de cette enquête, ce que vont demander les salariés, c'est de la communication, en fait. C'est du partage d'informations sur le fait que, c'est peut-être pas si simple que ça, parce qu'ils sont en mesure de le comprendre. C'est peut-être pas si simple que ça, finalement, de trouver des réponses aux questions qui sont posées, d'apporter dans un temps qui est court les réponses demandées,
Mais néanmoins, je pense que si on explique, je pense que les salariés peuvent être en mesure, bien évidemment, de comprendre. Donc, c'est toute la communication, peut-être, qui peut contribuer à faire en sorte que ce rôle de relais sur lequel les RH ne maîtrisent pas tout, puisse ne pas leur revenir en boomerang, finalement, au moment des réponses et dans l'esprit des salariés. Deuxième question qu'on me passe, les salariés donc imaginent que les RH doivent tout savoir, mais la loi change tout le temps. Et oui, c'est vrai que c'est une constante assez forte de la complexité du métier. Vous l'avez vu dans notre enquête, ils sont 70% à avoir cette conscience finalement. Que votre métier est complexe, que tout ça n'est pas si facile. Et je pense que l'expliquer, faire preuve de pédagogie. Alors, il y a certains verbatims qui utilisaient ce mot, faire de la pédagogie, que les RH fassent plus de pédagogie à notre égard pour nous expliquer finalement leur vécu. Alors, je sais bien, à chaque fois, c'est la question de jusqu'où. Les RH, vous ne pouvez pas être totalement en totale transparence avec les salariés. C'est normal, vous avez une posture, vous avez cette posture dans l'entreprise de piloter un certain nombre de dossiers. Vous avez une culture métier également qui est importante. Mais c'est comment, finalement, vous allez peut-être parfois pouvoir dire, voilà, on avance, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Mais sache qu'on avance. Voilà, c'est toujours, ça va être sur le fil un peu du rasoir de pouvoir donner une réponse qui fait que les RH restent bien dans leur rôle et leur posture, tout en donnant un certain nombre d'éléments de réponse. Et cette complexité administrative, légale, dans laquelle tout le monde est un peu imbriqué, l'expliquer, faire preuve de pédagogie, je ne sais pas si c'est des newsletters ou des discussions peut-être plus ou moins formelles qui font que vous pouvez peut-être également répondre à leur demande. Autre question, réaction de votre part. Donc, je m'étonne des RH qui sont en télétravail, ce qui va à l'encontre de la proximité attendue. Votre avis? C'est vrai que la notion de proximité, finalement, elle est assez subjective, en fait. Il y a un minimum de rencontres, vous l'avez vu dans le verbatim que j'ai lu plus particulièrement, ils vont demander du contact direct plutôt que des mails, etc. Donc, il y a bien cette question de la rencontre qui est au cœur de la relation qu'ils veulent tisser avec les salariés. Maintenant, oui, avoir un RH qu'on ne voit jamais, je pense, effectivement, pose un vrai problème. Après, avoir un RH qui, quand il est là, s'ouvre aux autres et mène, comme le disait Cyril, un certain nombre d'actions, de petits déjeuners, etc., et va à l'encontre et discute, voilà, c'est pas tant une question de quantité, finalement, que le fait d'avoir les bonnes opportunités pour communiquer, à mon avis. Il y avait une question aussi sur, tout à l'heure, on m'a fait voir sur... mais c'est pas facile finalement pour des RH d'être, on est un peu pris en tenaille entre les commanditaires, entre la direction générale, les intérêts de l'entreprise, les intérêts des salariés, etc. On a posé cette question, voilà, dans les questions qu'on n'a pas dévoilées aujourd'hui, qui est parmi les 3 propositions que voici, diriez-vous que le service des ressources humaines de votre entreprise agit avant tout dans l'intérêt des salariés avant l'intérêt de l'entreprise, autant dans l'intérêt de l'entreprise que des salariés, ou bien avant tout dans l'intérêt de l'entreprise, avant l'intérêt des salariés. Vous avez, ça ne va pas vous surprendre, une majorité, 60%, 58%, qui vont dire le RH agit avant tout dans l'intérêt de l'entreprise avant les salariés. Mais voyez bien que 39%, 4 sur 10, vont dire que vous avez finalement, à leurs yeux, trouvé un certain nombre d'équilibres en se disant que oui, on peut agir autant et que leur RH agit autant dans l'intérêt des entreprises que des salariés. Autre question, c'est plus facile de critiquer les RH que la direction, ce qui explique en partie le RH bashing, sans doute. Sans doute, vous faites les frais de ce relais, mais moi, ce que je retiens, au-delà du RH bashing, qui est une expression un peu, avec une formule un peu provocatrice finalement, c'est toute la première partie des enseignements de notre enquête, à savoir cette maturité qu'ont les salariés qui, moi, m'a étonné personnellement parce qu'on ne la voit pas
quand on discute avec eux. Mais quand on leur explique les tenants et les aboutissants du métier, je pense que effectivement ils peuvent la ressentir, et que l'explication doit pouvoir réussir peut-être. La pédagogie doit pouvoir réussir à faire en sorte que de diminuer un peu ce sentiment de RH bashing. Nouvelle question, comment faire quand les salariés critiquent leur manager en restant objectifs? Quand faire le tampon, pardon. Voilà. Ça, c'est une question vraiment métier, finalement. C'est toujours... Il n'y a pas de recette, en fait. S'il y avait des recettes, je pense que vous les sauriez tous, on les saurait tous. C'est toujours comment on va trouver ce juste équilibre, ce positionnement, juste entre intérêt collectif, entre intérêt de l'entreprise, intérêt du manager. Le tout, c'est... j'ai envie de dire, c'est un peu la justesse, en fait. Peut-être rechercher cette justesse, plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais avoir en tête cette posture, en fait, cette posture d'équité, de justesse, d'exemplarité, évidemment, qui fait que à un moment, on peut rendre un avis, un accompagnement assez juste. Tu voulais intervenir, Cyril ? Pourquoi pas, si on a du temps là. On a du temps. Ce qu'on n'a pas soulevé aussi, c'était une question, parce qu'on a voulu comprendre le lien, le partenariat que pouvait avoir une équipe RH avec les managers. Et il y a une question qui était intéressante à vous poser. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a posé. Généralement, quand vous avez une question concernant un sujet RH, vous adressez en priorité à qui ? À votre manager, au service RH, au RH et à votre manager, ou vous cherchez une réponse par un autre moyen. Et en fait, le plus gros résultat, c'est directement à son manager. Donc là aussi, en fait, ça démontre le lien que les équipes RH peuvent avoir avec les managers, de construire un petit peu avec eux, mais aussi de les soulager sur des questions opérationnelles de RH. Ils ont vraiment un travail à faire pour mieux diffuser, mieux partager l'information directement aux salariés, ce qui va en fait permettre de recréer, retisser le lien. Autre question qui nous est posée sur finalement l'absence dans le discours, c'est vrai, des représentants du personnel, des élus. Dans notre enquête, finalement, ça s'est peu invité. Alors, on n'a pas en mémoire les 1080 verbatim qui ont été exprimés, mais il n'y a pas eu énormément, enfin je pourrais rechercher et quand on vous enverra le support, vous mettre un petit mot là-dessus. Il n'y a pas eu énormément, effectivement, dans l'esprit des salariés. On est bien on est dans un match finalement peut-être à 3, comme le disait Cyril, manager, RH et salariés. D'autres observations ? Sur les pratiques, peut-être, s'il y a eu des suggestions ou non, ça va. Je peux partager quelques pratiques. Ouais, très bien. Ouais. 3 minutes encore. Okay. Oui, alors pour partager quelques
D'accord. Et là, on m'entend, là? Du coup, on m'entendait pas? C'est bon. Allez, bien. Bon. Comme je le disais, donc je me répète une troisième fois. On vous enverra des bonnes pratiques avec le webinaire et le support du coup pour vous inspirer. Voilà, pour vous donner quelques exemples de pratiques qu'on peut voir, notamment pour améliorer cette proximité entre RH et collaborateurs, même à distance. On a pu voir des pratiques comme la création d'un canal Teams ou autre sur votre intranet que vous pouvez utiliser justement dédié au sujet RH pour justement apporter cette proximité entre collaborateurs RH. Ça permet d'être plus réactif, mais ne pas non plus se répéter un milliard de fois sur des questions que d'autres collaborateurs peuvent partager. Il y a aussi des newsletters RH comme nos clients Isagri peut mettre en place, donc qui est envoyé de manière mensuelle, qui permet de reprendre en fait les informations principales, pas forcément que business, mais RH aussi. Ça permet aussi de partager de manière un petit peu plus créative des success stories peut-être spécifiquement dédiées au RH. On remarque aussi, voilà, comme je disais au début, hein, le RH bashing vient aussi de cette ambivalence entre le rôle des RH qui a fortement évolué ces dernières années. Donc, ils ne savent plus vraiment sur quel vraiment pied danser. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi un manque de reconnaissance aussi de leur rôle et donc un réel besoin de valorisation des tâches du quotidien. Donc, on peut faire ça de manière très originale. Par exemple, un podcast, si c'est un canal de communication que vous utilisez déjà, des petites vidéos qui peuvent peut-être reprendre comment on dit, des idées reçues des RH. Donc, vous en avez exprimé plusieurs dans le chat, notamment voilà, le fait que les RH ont accès à des sujets peut-être confidentiels, mais elles sont aussi sur des sujets un peu stratégiques de transformation de la culture d'entreprise et autres. Et donc, n'hésitez pas à en parler peut-être de manière voilà, créative, voire humoristique. Faites des vidéos, parlez de vous. Et évidemment, tout ça dans une culture de confiance. C'est vrai que si on n'a pas finalement la confiance du management, voire de la direction sur différents sujets, effectivement, c'est pour les RH, mais c'est valable pour d'autres métiers dans l'organisation. Effectivement, on a du mal à avancer et on se retrouve un peu bloqué dans, voilà, dans son activité. Effectivement, reprendre des moments de convivialité pour améliorer ses temps d'échange, de partage de success stories, des sessions RH. Donc là, Emmanuel en a parlé un peu, ça reprend cette idée-là de lancer un projet un peu collaboratif d'innovation entre collaborateurs RH et managers aussi pour justement essayer d'innover sur des pratiques RH qui peuvent être mises en place dans l'entreprise, mais aussi mieux les comprendre. Donc, l'opportunité pour les collaborateurs de poser des questions. Et effectivement, des moments de formation manager, parce que les managers, finalement, ont un réel rôle vis-à-vis des collaborateurs. Les RH ne savent pas tout et ne doivent pas forcément avoir toujours cette casquette de je ne veux pas te donner ta promotion, je ne veux pas te payer plus, c'est pas forcément leur décision, mais donc c'est aussi aux managers d'avoir ce rôle responsabilisant et donc de les former et de les accompagner en tant que RH, mais aussi de bien mettre, d'avoir une charte managériale et vraiment de clarifier qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. Voilà, donc on vous mettra par écrit d'autres pratiques aussi. Je pourrais en parler toute l'après-midi, c'est pas le but, vous avez autre chose à faire. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. On est vraiment désolé pour tous ces problèmes techniques. Ce sera mieux la prochaine fois. En tout cas, en termes de technique, voilà. J'espère que le sujet vous a intéressé. Merci à Emmanuel et Cyril. Merci à vous. Voilà, vous ne les voyez pas, mais je suis votée pour les chaises musicales. On vous souhaite une bonne après-midi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, mais on vous enverra tout. Voilà. Au revoir. Merci à tous pour vos questions. 4, voilà, je crois que c'est bon. 1, 0, accès.